Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. 16 juin 1979, 16 juin 2020, l'histoire renseigne que la journée du 16 juin est dédiée à l'enfant africain. Quel est le contenu donné à cette journée? Pourquoi l'Afrique a décidé de dédier cette journée à l'enfant en Afrique? Et quel est le contenu ou le travail élaboré, effectué par les Africains de manière à magnifier la journée confiée à l'enfant? C'est l'objet, et tant d'autres, de l'émission de ce jour et qui sera animée par les services de communication des forces armées de la République démocratique du Congo et à laquelle vont participer activement des spécialistes qui sont sur ce plateau. À ma gauche, Madame Esther Chipma, spécialiste de groupes vulnérables à l'unité du programme national de mobilisation, désarmement, réinsertion UPNDD. À l'extrême gauche, M. Enyo Awo, c'est ça, j'ai bien prononcé, spécialiste de l'UNICEF. À ma droite, M. Manuel Noguera, conseiller juridique pour la protection de la section enfants au niveau de la MONUSCO. Et à l'extrême droite, M. Gilbert Lusamba, chef de division de l'orientation du programme au sein de la direction de protection de l'enfant au ministère Genre, Famille et Enfants. Évidemment, nous parlons des enfants, mais également nous aurons deux enfants qui vont intervenir dans l'émission parce que leur participation, mais surtout leur témoignage, est important. D'enfants, nous désolons aux mères de mutilation, nous désolons aux violences sexuelles, nous désolons aux attaques dirigées contre les écoles et hôpitaux. Assez de faire des enfants sexuels, être des victimes ou être des militaires, que ça se reproduise plus dans la guerre. Pour démarrer, M. Lusamba, pourquoi dédier une journée à l'enfant africain? Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Nous célébrons chaque année le 16 juin en mémoire de ce qui s'est passé sur notre continent. Autrefois, à l'époque du régime de l'apartheid, la jouissance des droits était conditionnée par l'appartenance raciale. Donc il y avait beaucoup de discrimination. C'est ce qui a fait qu'à un certain moment, les élèves étaient obligés d'apprendre dans les langues étrangères appartenant au blanc, l'afrikaans. Et les conditions de vie d'une façon générale étaient déplorables. Aussi, le 16 juin 1976, il y a eu une revendication des enfants, des élèves et des étudiants pour réclamer les meilleures conditions de vie et surtout, ils ont rejeté d'apprendre, d'être instruits dans les langues de l'afrikaans. Aussi, à cette époque-là, les forces de sécurité ont usé de la violence. Et il s'en est suivi un massacre de plusieurs centaines d'enfants. Et le célèbre massacre de Soweto. Voilà. Et cela a ému la communauté internationale et continentale. Et aussi ce qui fait que, par conséquent, en 1991, le chef d'État africain réunis autour de l'Union africaine, autrefois c'est l'Organisation de l'Unité africaine, ont décidé que pareil massacre ne pouvait pas être encore connu sur notre continent. Il ne fallait pas que l'on puisse oublier cette date. Alors cette date a été retenue pour qu'elle soit célébrée chaque année sur différents thèmes récurrents de violation des droits de l'enfant sur notre continent.
Et voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons le 30e anniversaire des événements de Soweto, donc la journée de l'enfant africain. Voilà. L'historique ainsi tracé nous amène à voir sur le continent africain, spécialement dans notre pays, quelles sont les activités programmées ça et là, de manière à affirmer les droits de l'enfant. Quelles sont les réalisations faites, notamment spécialement dans notre pays, pour que tout le monde, et que personne n'en ignore l'existence, que tout le monde se consacre ou réserve à l'enfant ses droits et les respecte de manière stricte. Madame Esther. Là, nous sommes heureux de dire que en République démocratique du Congo, il y a eu depuis plusieurs années, en célébrant cette journée du 16 juin, beaucoup d'activités pour réclamer ou pour dire qu'il y a beaucoup d'instruments juridiques qui ont été adoptés pour pouvoir protéger ou ratifier par le gouvernement de la République ou ratifier l'adhésion de la protection des droits de l'enfant. Entre autres, parce que je suis du programme national, il y a eu depuis 2002 il y a eu la loi 066 qui demandait la sortie des enfants quand on devait sortir tous les vulnérables. Les enfants qui étaient enrôlés dans l'armée devaient aussi sortir. Cette loi est sortie depuis 2002. La loi est sortie depuis 2002, mais également l'activité telle qu'elle se déroule aujourd'hui, donc l'anniversaire tel que ça se déroule aujourd'hui, on devait poser des actes qui aillent dans le sens de rencontrer le thème national et le thème international. Est-ce que cette organisation, la cérémonie de ce jour ou l'omission de ce jour, vous avez trouvé, décelé des actes ou des activités dans le programme qui ont rencontré le thème national et international? Oui, merci pour la parole que vous m'accordez. Évidemment, à travers le pays, il y a beaucoup d'activités qui ont été organisées, ici à Kinshasa et même en province. En tout cas, beaucoup d'activités pour célébrer la journée de l'enfant africain et mettre en avant-plan les droits de l'enfant. Je pourrais prendre à titre d'exemple une activité qui a été organisée par la Radio Okapi, l'initiative d'Aler, pour sensibiliser tout le monde sur la protection de l'enfant en période de la pandémie Covid-19. On a parlé spécialement de la détention des enfants pendant cette période. Et plusieurs recommandations ont été faites pour voir dans quelle mesure on peut libérer les enfants et qu'ils restent dans leur famille pour leur éviter la contamination de la pandémie Covid-19. Et à Goma, par exemple, il y a eu d'autres activités pour sensibiliser les forces de défense et de sécurité, pour qu'ils s'imprègnent davantage de la protection de l'enfant, surtout dans les contextes du conflit armé. Je prendrai l'exemple des activités qui ont été organisées à Bukavu, à Goma, à Bunia et même à Beni. Donc beaucoup d'activités ont été organisées pour souligner la journée de l'enfant africain, l'édition de cette année. Monsieur Gilbert Lusamba, est-ce que finalement l'activité d'aujourd'hui, fait de cette année, va dans le sens du thème national et international? Et d'abord, pour qu'on en arrive là, il faudrait peut-être rappeler quel est le thème national et quel en est l'international. Au niveau du continent, le thème retenu cette année est l'accès à un système de justice adapté aux enfants africains. Mais au niveau de notre pays, vu le contexte que nous vivons, que tout le monde entier vu, le pays a retenu le thème impact du coronavirus sur l'application des droits de l'enfant en RDC. Nous avons assisté à plusieurs manifestations. Contrairement aux autres années, le ministère organise avec tous les partenaires des manifestations de masse. Et cette année, tenant compte de la pandémie du coronavirus, le ministère n'a pas dérogé à cette règle de restriction de mouvement pour ne pas provoquer
une contamination à grande échelle. Généralisée. Aussi, la ministre, son Excellence la ministre d'État, a fait un message à la nation, à la télévision, qui a été diffusé même la veille du 16 juin, le 16 juin mêmement. Mais en plus de cela, le ministère du Genre a comme attribution de coordonner ou de faire la promotion du statut de la femme et de l'enfant, de la famille. Aussi, le ministère coordonne les activités menées par différents partenaires. Nous avons en face de nous le cas des enfants. Il y a le partenaire du réseau de l'encadrement pour l'initiation à la participation des enfants. C'est notre partenaire privilégié pour l'encadrement des enfants. Ils ont eu à mener plusieurs activités. Nous allons leur donner la parole dans quelques minutes. Nous avons eu aussi à coordonner les activités menées par les partenaires du RGA, c'est-à-dire le réseau des journalistes amis de l'enfant. Ils ont couvert plusieurs activités dans le cadre du coronavirus. Ils ont produit beaucoup de vidéos. Ils ont fait des reportages sur terrain avec différents influenceurs, comme ils appellent les influenceurs ou les partenaires qui sont impliqués dans l'appui aux activités sur la jouissance des droits de l'enfant. Voilà, si peut-être nous allons principalement dans le cadre du coronavirus donner la parole à nos jeunes qui peuvent bien nous donner les détails de ce qu'ils font. Alors au niveau de la participation, nous avons dit que nous avons un spécialiste venu de l'UNICEF. Finalement, l'enfant, c'est l'histoire de l'UNICEF. En cette journée, quel message vous nous apportez pour l'UNICEF? Et qu'est-ce que vous conseillez aux enfants? Qu'est-ce que vous nous conseillez en tant que parents qui nous occupons des enfants? Nous l'avons été hier. Merci beaucoup. Il est important de rappeler que le contexte du coronavirus a fragilisé l'ensemble du tissu social, mais de façon beaucoup plus importante à affecter la protection de l'enfant. Les enfants qui hier étaient déjà vulnérables, comme les enfants de la rue, les enfants dans les centres de détention, les enfants au travail, toutes ces catégories d'enfants ont été encore beaucoup plus affectées par la pandémie du coronavirus. Vous savez également que durant cette période, les écoles ont été fermées. Ça veut dire que les parents confinés à la maison avec leurs enfants ont dû réinventer de nouvelles formes d'interaction. Le stress des familles lié aux difficultés d'accès aux services économiques, aux moyens de subsistance. Tout cela a eu un impact sur la violence dans les ménages, dans les communautés. Et je pense que le message qu'il est important de passer autour de cela, c'est que cette pandémie a accentué les problèmes de protection de l'enfant. Cette pandémie a rendu encore beaucoup plus vulnérables les enfants face à toutes les formes de violence. Et il est important que nous en soyons conscients et que nous puissions prendre des actions actives pour renforcer le système de protection de l'enfant, particulièrement en ce moment-là. Tout en sachant que les systèmes formels, à cause du confinement, n'ont pas pu fonctionner comme ils fonctionnent habituellement. Est-ce que vous ne trouvez pas? Moi, j'ai une opinion. J'estime que parfois, comme on dit, quelquefois malheureusement, la pandémie nous a confinés, nous a mis dans l'état de confinement, mais ça a renforcé les liens parents-enfants. C'est mon avis. Mais un deuxième aspect, alors quelles sont les bonnes pratiques tirées de la lutte contre la Covid en ce moment précis? Tout à fait. Alors dans un premier temps, oui, la pandémie a renforcé les liens parents-enfants. Mais il ne faut pas oublier que la configuration des familles ne sont pas toujours les mêmes. Et les difficultés vécues par les familles sont différentes d'une famille à l'autre.
Vous prenez par exemple des familles monoparentales qui, durant la période de confinement, la dame, et c'est généralement la plupart du cas, avec des enfants à la maison, devait à la fois s'occuper de son travail et de la supervision du travail scolaire des enfants, seul. Ça crée forcément un niveau de nervosité un peu plus élevé ou de responsabilité accentuée. Et de responsabilité accentuée. Vous avez des pères de famille ou des familles qui vivent au jour le jour et qui normalement devaient aller sortir donc pour gagner de l'argent, qui se retrouvent bloqués à la maison et qui n'ont plus les moyens de pouvoir survenir aux besoins des enfants. Tous ces éléments-là ont affecté les familles de façon profonde, ont affecté l'interaction entre les familles et a même débouché, comme je le disais tantôt, sur des formes de violence. Mais en tout cas de cause, il y a toute une série d'innovations qui ont été mises en œuvre dans le cadre de la protection de l'enfant, dans le cadre du Covid. Je voudrais par exemple citer la collaboration fructueuse que l'UNICEF a initiée avec la DIVAS à travers la mobilisation des leaders de rue. Les leaders de rue sont Kinshasa, par exemple, une ville où il y a beaucoup d'enfants de la rue, mais qui se sont auto-organisés. Et on a réussi à faire ce lien-là entre le secteur informel et le secteur formel pour l'identification et le référencement des différents cas de vulnérabilité et de violence qui ont été identifiés tout au cours de cette pandémie. Et je pense que c'est une très bonne pratique qui est important. Le système national de protection de l'enfant a besoin d'être renforcé et le lien entre le secteur formel et le secteur informel doit être renforcé. Cette pandémie nous a donné l'opportunité de pouvoir démontrer que c'était possible avec les résultats probants qu'on a eus. Il y a des centres d'accueil transitoires qui ont été mis en place en collaboration avec la DIVAS et à travers le lien que ces acteurs dans la rue pouvaient établir, ils ont réussi à aller là où les travailleurs sociaux ne pouvaient plus aller parce que les travailleurs sociaux ne pouvaient plus se déplacer. Ils ont réussi à identifier des cas de violence sexuelle, des cas de maltraitance ou de cas d'enfants non accompagnés qui ont pu être réunifiés avec leur famille en établissant ce lien avec ses parents. Donc je pense que ça c'est un exemple de bonne pratique. On peut citer beaucoup d'autres exemples de bonne pratique. Les différentes dispositions que le gouvernement a prises, notamment par exemple dans la libération des détenus, et particulièrement des détenus mineurs, ont permis de donner un petit coup de pouce à la protection des enfants dans le milieu carcéral. Un certain nombre de dispositions innovantes ont été faites et qui ont permis l'accélération des procédures de justice, de renforcer le recours à la médiation pour pouvoir effectivement permettre aux enfants en détention de jouir de leurs droits, parce que étant une catégorie d'enfants exposés justement à cette pandémie. Au ministère genre, famille et enfants, vous avez aussi une particularité, vous vous occupez de la femme, de l'enfant, de la femme, du genre, mais surtout de l'enfant qui est le produit d'une famille. À quelle mesure vous avez pensé, par exemple, en cette période particulière, pour vous occuper de l'enfant ou conseiller un peu plus les responsables afin de s'occuper des enfants? Comme vous veniez de le dire tout à l'heure, un malheur, quelque chose. Malheureux bon, voilà. Parfois. Parfois. Je crois que l'occasion que nous donne le coronavirus a permis de rappeler à la communauté congolaise et africaine mondiale qu'il est bon de revenir au conseil qui était donné à tous les enfants autrefois, qu'il ne faut pas mettre le doigt dans le nez, qu'il ne faut pas mettre dans l'oreille, qu'il ne faut pas mettre surtout dans les endroits où il y a la muqueuse, qu'aujourd'hui, le fait de dire à quelqu'un qu'il faut laver les mains, ça ne peut pas être mal vu, parce qu'autrefois on se disait, mais vous êtes en train de m'injurier ou quoi. Bon, maintenant tout le monde a compris qu'il y a nécessité de laver les mains à tout moment, quand on a touché même à une porte.
Et nous voyons qu'aujourd'hui, les avantages sont multiples. Au niveau de l'école, mon frère venait de le dire, nous avons eu l'occasion de voir qu'il y a des enseignements qui se donnent en ligne. Alors qu'autrefois ça existait, mais ce n'était pas aussi vulgarisé qu'aujourd'hui. Il y a moyen que même à partir de la maison, les gens puissent s'inscrire à certains cours à partir de la maison. Sauf qu'il manque des chaleurs entre dans le contact physique. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut gérer, tellement que la technologie a évolué. Ouais. C'est difficile peut-être là, c'est un autre débat. Ouais. Et au niveau de conséquences, mon frère l'a dit aussi, qu'il y a les activités socio-économiques qui ont été complètement bloquées. Cela a entraîné beaucoup de malheur dans les familles. Il y a des parents qui ont même perdu le travail. Il y a beaucoup d'emplois qui sont saisonniers. Vous voyez, quand on a fermé Gombe, c'est le centre de toutes les activités, beaucoup de gens sont devenus chômeurs. Et même la mesure qui était salutaire pour éviter la contagion, dans les transports, on a réduit le nombre de gens dans un bus. Vous voyez maintenant la conséquence qui s'en est suivie. Beaucoup de gens ne peuvent pas accéder à un bus et il y a beaucoup de files de gens sur la route tous les jours. Donc il y a eu des avantages et des inconvénients, mais le grand avantage que nous devons retenir est que tous les gestes barrières pourront être encore véhiculés et beaucoup de gestes positifs doivent être enseignés pour qu'on puisse éviter, parce que nous sommes dans une zone où il y a beaucoup d'endémies, beaucoup d'épidémies, que l'on puisse continuer à observer ces règles barrières. Monsieur Emmanuel, avant qu'on en arrive à la sensibilisation, qu'on fasse intervenir nos spéciaux invités, nos invités spéciaux, qui sont les deux enfants, quelle est la lecture au niveau de la MONUSCO vous faites par rapport aux différentes pratiques et quelle est l'innovation ou la spécificité de votre analyse par rapport à ce qui s'est fait en tenant compte bien entendu que l'enfant est vulnérable par essence, mais qu'en le protégeant, on le met à l'abri de tous les dangers. L'apport spécial. Cet apport spécial, je voulais dire, je vais la cibler au niveau de la protection de l'enfant dans le contexte du conflit armé. Et vous savez, Gilbert, ils ont expliqué les avantages et les inconvénients que nous amène la pandémie parce qu'on a adopté un style de vie un peu spécial. Et lorsque les droits de l'enfant sont violés, surtout dans le contexte du conflit armé, nous ne baissons pas le bras, nous continuons à travailler et la MONUSCO, avec les projets qu'on appelle sévères, réduction de violences communautaires, essaie d'intervenir dans ce domaine-là pour sensibiliser les enfants qui sont affectés par les conflits armés par rapport à la prévention, je voulais dire, de la pandémie du coronavirus. Il y a ces projets qui permettent par exemple d'acheter les kits de lavage des mains, le prélèvement des températures, la solution comment on appelle ça, alcoolique, ainsi de suite, qu'on donne aux enfants pour qu'ils essayent d'être à l'abri de cette pandémie qui menace tout le monde. Et cela se fait un peu partout, à Kalemi, Bukavu, Bunia, Goma, et un peu partout, on essaie un temps soit peu de sensibiliser les enfants et faire en sorte que leurs droits soient respectés malgré la pandémie qui bat son plein actuellement à travers le monde entier. Voilà un peu, on essaie de faire en sorte que les droits de l'enfant continuent à être respectés lorsqu'ils sont violés et qu'on intervienne de manière à ce que ces droits soient rétablis et que les enfants soient à l'abri de toute violence. Alors les jeunes enfants, vous les invités, vous qui êtes concernés par la chose, parce que nous avons des obligations vis-à-vis de vous, aussi bien institutions que parents, que constatez-vous depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus? Est-ce que les mesures prises jusqu'à présent, est-ce que l'encadrement dont vous bénéficiez de parents est suffisant? Est-ce que ces mesures vous mettent à l'abri
et vous permettre de vivre normalement, quand bien même il faut prendre des dispositions particulières. Commencez par vous-même. Je suis jeune reporter au sein du réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants. Okay. Comme l'a si bien dit mes prédécesseurs, nous sommes dans un contexte particulier, celui lié à la pandémie du coronavirus. Et donc, dans ce contexte particulier, les autorités devaient prendre certaines mesures de restriction pour protéger la population et en particulier les enfants qui sont considérés comme vulnérables. Et donc, à mon avis, je crois que les mesures qui ont été prises vont dans le sens de nous protéger, effectivement. On nous conseille de respecter les gestes barrières et de rester à la maison. Mais au-delà de cela, il y a quand même certains droits des enfants qui sont violés dans ce contexte, notamment celui à l'éducation. Et en tant qu'enfant reporter, en tant que jeune encadreur, nous avons mis des activités pour faire des plaidoyers afin que des alternatives d'éducation, autrement, notamment l'éducation en ligne, qu'on puisse un peu faire un focus là-dessus pour permettre aux enfants de continuer de jouir de ce droit fondamental à l'éducation, même malgré ce contexte particulier lié au Covid-19.